Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Le sommaire, installation ce matin des membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé, une cérémonie dirigée par les ministres Abdoulaye Bior-Tchané du Plan et Joseph Diop-Benou de la Justice. Journée mondiale de don de sang, c'est aujourd'hui 14 juin 2016. Le thème retenu met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. Nous avons fait un tour au Centre national hospitalier universitaire Koutoukoumanga de Cotonou pour surprendre des opérations de don de sang. Hors du Bénin en Italie, la lutte contre le commerce illicite des animaux sauvages n'est plus seulement le combat des écologistes. D'autres initiatives s'ajoutent à celles des défenseurs de la nature pour protéger les animaux. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé ont été installés ce matin. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bior-Tchané et du garde des Sceaux, ministre de la Justice Joseph Diop-Benou. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Suivons un extrait des propos des deux ministres au micro de Mori Agua et de Denis Marouya. Les gouvernements successifs ont pris à cœur l'intérêt à doter notre pays d'un instrument juridique capable d'attirer les investissements privés. Rien de grand, rien de pertinent, rien d'important en termes de développement, rien d'important en termes d'investissement structurant ne peut avoir lieu sans le partenariat public-privé. Le comité a un délai de 30 jours pour nous présenter le rapport comportant le test finalisé avec l'exposé des motifs. Nous verrons avec la commission des lois et la commission du plan le meilleur mécanisme afin que l'Assemblée nationale soit convoquée assez rapidement sur ce test-là. Au regard de nombreux avantages inhérents au contrat de PPP, notre gouvernement a décidé de mettre en place rapidement le cadre légal et réglementaire y afférent. Tout d'abord, les contrats de partenariat public-privé favorisent la mobilisation de nouvelles ressources, issues bien sûr du secteur privé, pour le financement des infrastructures que la puissance publique aurait dû financer. La mise en place d'un cadre légal en matière de PPP dans notre pays appelle aussi un renforcement des capacités de nos administrations. Je peux vous garantir que nous y veillerons parce que nous avons besoin que nos cadres soient capables de comprendre la complexité des problèmes dans ce domaine, mais aussi de négocier avec les partenaires du secteur privé, notamment internationaux. Mesdames et messieurs, membres du comité, je vous exhorte donc à apporter toutes vos contributions pour enrichir le débat et faciliter l'adoption rapide des textes fondateurs du partenariat public-privé dans notre pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous l'a dit, nous sommes en effet pressés et très pressés. Et nous comptons donc sur vous. En souhaitant ainsi plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la cérémonie officielle d'installation des membres du comité ad hoc de finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé au Bénin. Autre information dans cette édition, 14 juin, c'est la journée mondiale de don de sang. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Le sang, un lien international ». Un thème qui met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. Pour marquer l'événement au Bénin, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine en collaboration avec l'Association des donneurs de sang bénévoles a organisé ce matin une journée de don de sang et des séances de sensibilisation sur l'importance de ce geste. Cela s'est déroulé au Centre national hospitalier universitaire Koutoukoumanga de Cotonou, suivant quelques réactions. C'est pour donner le sang, pour sauver la vie humaine.
Nous sommes dans la saison pluvieuse. Souvent, les enfants tombent malades du paludisme. C'est pour cela que j'ai pensé, comme aujourd'hui c'est instauré la journée du donneur du sang, c'est pour cela que je me suis dépêché pour donner le sang, pour sauver la vie des enfants. Ce qui me pousse moi à donner du sang, parce que pour sauver la vie humaine, il est capital quand même de donner du sang pour sauver les autres. Vous voyez, tous les jours, vous voyez des gens qui, par manque de sang, meurent, des enfants, des personnes âgées, par manque de sang. Or, moi, j'en ai, des proches en ont, donc c'est pourquoi moi, j'ai décidé aujourd'hui de venir et aussi avec toutes ces personnes que vous voyez. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir donné mon sang ce matin. À ceux qui ne sont pas encore venus donner, je les encourage, je les motive. C'est très facile à le faire. Je les motive à venir massivement donner de leur sang pour sauver au moins une vie. Je donne mon sang pour sauver des vies. Il y a des enfants qui meurent à chaque minute par manque de sang. Il y a des femmes enceintes, en donnant une vie, ils perdent leur vie par manque de sang. Donc, pourquoi ne pas donner mon sang pour les sauver? Tous ceux qui n'ont pas fait le geste, je les invite à venir donner leur sang pour sauver des vies, pour sauver l'humanité. L'humanité a besoin de ça. Le fait de donner renfloue les banques de sang et permet donc de rendre disponibles les produits sanguins. En plus de cela, lorsque le donneur donne régulièrement son sang, il a la possibilité de se faire établir une carte de donneur. Et cette carte de donneur, c'est cette carte de donneur en fait qui fait de lui un vrai donneur et qui lui permet d'avoir la priorité en cas de besoin au niveau des banques de sang. Et lorsqu'il doit se faire servir au niveau de ces banques de sang-là, et qu'il a sa carte de donneur et qu'il donne régulièrement, que ce soit lui ou sa famille directe, son épouse ou ses enfants, ils peuvent bénéficier de la poche sans payer les frais de cession. Chaque fois que le donneur de sang fait son don, il a la possibilité d'entrer en possession de ses résultats, à savoir les résultats du groupage sanguin et ses résultats sérologiques également en ce qui concerne l'hépatite B, l'hépatite C et le test de la syphilis. Le don de sang a des inconvénients lorsque le donneur, au moment de la séance d'entretien médical, qui est un des circuits du don, ne donne pas franchement les réponses aux questions qu'on lui pose. Quand ce n'est pas exact, les conséquences peuvent être un malaise et la surveillance qu'on fait au moment du prélèvement permet de gérer au plus tôt ces malaises-là. D'une journée à une autre, la communauté internationale a célébré hier lundi la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme. Une journée commémorée pour la deuxième fois dans le monde au Bénin. L'ONG Divine Connection Worldwide, appuyée par l'ambassade des États-Unis, a organisé une séance de sensibilisation sur les droits des albinos. C'était dans l'après-midi de ce lundi à Obama Center sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est la deuxième fois que le monde entier célèbre la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme. Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion, défendons nos droits. C'est le thème choisi pour cette célébration qui n'est pas passée sous silence au Bénin. L'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide, qui s'investit depuis 4 ans dans la lutte contre la discrimination des albinos dans notre pays, a organisé ce 13 juillet une séance de sensibilisation sur les droits des personnes atteintes de l'albinisme. Je peux vous dire que ce que le Béninois lambda pense de l'albinisme n'est pas toujours vrai, et ce que nous pensons de la sécurité des personnes atteintes d'albinisme n'est pas vrai non plus. Il faut que cessent les stigmatisations du genre aveugle, tu ne vois pas, du genre qui t'a demandé de conduire, etc. Cesse. Une initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis au Bénin dont l'objectif premier est le respect des droits de tous les citoyens. La situation des albinos dans le monde, en particulièrement en Afrique, mérite notre indignation
et surtout des actions concrètes en termes de protection sociale et juridique et de prise en charge. Aux États-Unis d'Amérique, nous prenons très au sérieux la question du droit de tous les citoyens, peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est, ou même qui l'on est en handicap. L'on peut espérer être traité de la même manière que tout le monde. La journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme a été instaurée le 13 juillet 2015 par les Nations Unies pour 3 raisons fondamentales: démontrer la vulnérabilité des personnes atteintes de l'albinisme, corriger la stigmatisation et la discrimination dont elles sont victimes et le taux de décès dans leur rang. Ajoutons que les albinos sont des personnes persécutées, agressées et tuées dans certains pays de l'Afrique subsaharienne en raison des croyances occultes, une situation qui leur rend la vie difficile. Quelques albinos en parlent au micro de Horacia Diodi. La plupart des personnes, nos compères noirs, nous prennent comme des personnes hors nature. Souvent, ils se disent que nous sommes des fétiches, que ce sont des gens à neutraliser sur le plan. Bon, ils mettent tout, ils disent toutes leurs lois comme ils veulent. Mais comme c'est Dieu qui nous a créés, avec la grâce de Dieu, on s'implique à eux et on fait avec, malgré la marginalisation qu'ils apportent à notre égard. Ça là, je peux dire que être en cohabitation avec les autres étudiants, c'est un peu facile, même si on t'est catégorique, on dit que toi tu n'es pas de notre peau ou bien de notre race. On essaie de rester un peu entre eux pour voir, comme si nous sommes venus étudier ici et nous sommes venus avec tout un chacun de nous à ses objectifs avant de venir sur le campus. On essaie de rester dedans. Cette édition se poursuit. L'examen du BEPC a démarré ce lundi 13 juin 2016 sur toute l'étendue du territoire national. 200 010 candidats, dont 84 912 filles et 115 098 garçons, composent pour le compte de ce examen. La cérémonie officielle des épreuves, ou le lancement, j'allais dire, officiel des épreuves, a eu lieu au lycée Koulibaly de Cotonou. On revient sur les images avec Fréjus Séroulan et Romaric Debouchi. Déjà à 7h30 au centre d'examen du lycée Koulibaly, la majorité des candidats à la quête du brevet d'études du premier cycle BEPC inscrits dans ce centre étaient déjà installés dans les salles de composition. Peu après 8h, une délégation conduite par le ministre de l'enseignement secondaire, Lucien Kokou, a lancé officiellement l'examen du brevet d'études du premier cycle dans la salle D17 du lycée Koulibaly. Vous avez fait des devoirs en classe, examen blanc, et vous avez fait des séances de TD. Donc aujourd'hui, vous devez prouver que tout ça là, la synthèse c'est aujourd'hui. Donc vous devez le prouver. Donc il n'est pas question d'avoir peur, c'est la même chose. Ce que vous avez fait tout le temps, c'est ça qu'on va vous demander. On vous souhaite vraiment de la concentration. Il faut bien se concentrer et lire et suivre les règles indiquées. Vous allez voir que c'est ça seulement, c'est tout ce qu'on nous demandait. OK? Alors du courage et bonne chance à tout le monde. Quant à Luc Ahoya, il a saisi l'occasion pour dévoiler les statistiques relatives au BEPC dans son centre. Tout se passe très bien, il n'y a pas d'incident. Le nombre d'inscrits pour le centre du lycée technique Koulibaly est de 724 candidats répartis en 24 salles. Aujourd'hui, au moment où nous sommes actuellement, ils ont commencé par plancher dans la communication écrite. Après, suivra la lecture et dans la soirée, l'histoire et géo. Maouyon Kapo, présent dans la délégation du ministre, fera le même exercice à propos du BEPC au plan national. Le BEPC session de 2016. Cet examen regroupe
200 010 candidats cette année, répartis sur 267 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Et cet effectif représente un pourcentage d'accroissement de 12,47% par rapport à l'effectif de l'année dernière. Et nous avons opéré une création de 15 nouveaux centres compte tenu de cet accroissement. Et nous comptons parmi les candidats 115 101 candidats garçons et 84 912 candidates filles. La délégation du ministre est ensuite ébranlée pour d'autres centres d'examen pour constater le bon déroulement du BEPC dans ces centres. Il s'est ainsi rendu au CG d'Apapa Centre et dans celui du CG de Segbeya. Lucien Kokou a terminé sa tournée au centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes où les candidats de ce centre sont également à la recherche du brevet d'études du premier cycle BEPC. Toujours au registre éducation, nombreux sont les apprenants qui se plaignent de défaillance de la mémoire ou de difficultés à retenir les notions et leçons apprises en cette période d'examen de fin d'année. Ces difficultés ne s'expliquent pas que par des troubles de mémoire. Elles sont aussi dues à la méconnaissance des étapes des techniques de mémorisation. Le reportage signé Loris Freddy d'abord. C'est la fin des activités pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées du Bénin. Les examens de fin d'année ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au souci de réussite des candidats s'ajoute la pression et l'angoisse des parents d'élèves. Mais la réussite aux examens implique plusieurs dispositions dont la bonne assimilation et la capacité de rétention ou de mémorisation des cours, apprentissages ou leçons. Quelles sont alors les étapes de la mémorisation? Il y a par exemple l'enregistrement des informations. À cette étape de la mémorisation, l'apprenant doit être très concentré. Il faut que l'information que véhicule l'enseignant, il faut que l'apprenant soit bien concentré pour pouvoir l'acquérir. Et une deuxième étape de la mémorisation que je vois, c'est le stockage des informations. C'est-à-dire le cerveau même, lorsque c'est bien enregistré, le cerveau même essaie de ranger les différentes informations enregistrées. Cela suppose que si l'élève n'est pas concentré pour bien enregistrer, le cerveau ne peut pas bien ranger. Et une dernière étape que je vois, c'est la récupération de l'information enregistrée. Et toutes ces étapes sont liées les unes aux autres. Et pour mieux observer ces étapes, l'apprenant ou le candidat se doit de comprendre et bien maîtriser les techniques de mémorisation. Nous avons la recherche des mots-clés. Il ne faut pas qu'on cherche forcément à mémoriser toute l'information reçue. À travers cette information, il faut retenir les mots essentiels. Je peux conseiller, par exemple, aux apprenants la réalisation d'une carte mentale. Alors, lorsque j'ai des difficultés à retenir des mots ou bien des formules, je peux les écrire sur un papier, les fixer à un endroit inévitable, à un endroit que je fréquente habituellement, dans ma maison bien sûr, pourquoi pas à côté de mon lit. Une autre technique que je conseille aux apprenants, c'est le résumé. Il faut apprendre à résumer le cours et à le structurer, puisque le cerveau garde beaucoup plus ce qui est structuré. Donc, de petits résumés sur le cours, les grandes notions qu'on mémorise facilement. Lorsqu'il sera question d'une grande révision, on pourra faire recours à son cahier après et relire l'ensemble pour voir ce qu'il faut retenir. Alors, il faut aussi apprendre à répéter. Le cerveau garde beaucoup plus lorsqu'on répète. Il faut répéter souvent ce qu'on apprend et chercher aussi à inventer des histoires comme un plan de rappel. Ces étapes et techniques, mieux appliquées, permettent non seulement aux candidats de se rappeler plus aisément les notions ou réponses exigées lors des interrogations écrites ou évaluations de fin d'année, mais aussi et surtout d'avoir de bonnes notes. Info hors du Bénin, reconnu coupable du meurtre de sa petite amie dans la nuit de la Saint-Valentin 2013. L'ancien athlète Oscar Pistorius a comparu à nouveau ce lundi 13 juin 2016. Un psychologue appelé par la défense a précisé ou a estimé que l'accusé est un homme brisé qui devrait être hospitalisé
au lieu d'aller en prison. Cette semaine, la justice sud-africaine déterminera la peine du champion qui épuise ainsi toutes les voies de recours dont il dispose. On écoute les propos recueillis. Dans votre rapport, vous êtes biaisé vers l'accusé, ce qui donne un rapport à la faveur de l'accusé en termes de peine. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de présenter cette personne au tribunal et faire le lien entre ce que j'ai vu en 2014 et le présent, afin de faire part de ma vision de lui au fil du temps, d'exposer les habitudes qui existent pour que le tribunal puisse ensuite voir la personne qui est condamnée. Les Comores traversent une grave crise énergétique qui paralyse l'économie. Déjà, elles ont de cet appareil, de cet archipel volcanique au fort potentiel géothermique et aux explorations d'hydrocarbures prometteuses. Et grâce à ces atouts géologiques, le pays pourra développer d'autres sources d'énergie. Reportage. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Karthala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés. On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court à notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore et une centrale au fioul très polluante devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Des triplés vivant en France, tous candidats au baccalauréat préparent ensemble leur examen. Session juin 2016, inséparable depuis leur naissance, Christophile Giardani et Théophile font leur devoir toujours ensemble pour l'obtention du baccalauréat. Giardani, la fille, Christophile et Théophile, les garçons. Tous trois passent leur bac cette année et se retrouvent pour réviser dans une bibliothèque. Jusque-là, rien de très inhabituel. Sauf que ce sont des triplés. Alors forcément, l'examen a quelque chose de particulier. Franchement, j'espère qu'on aura tous ce bac parce que vu qu'on est dans la même famille, si on a deux qui l'ont, c'est pas comme si ça allait pas se ressentir. Moi, en fait, je me suis dit, c'est soit on l'a tous les trois, soit on l'a pas tous les trois. Parce que s'il y en a un qui l'a et les deux autres ils l'ont pas, ça va être chaud quoi. Toutes les épreuves communes on a réussi ensemble, comme le brevet, tout ça. Donc là, vu que c'est pratiquement la dernière étape à franchir, vu que c'est le bac, espérons qu'on l'a tous les trois en même temps. Une union indéfectible. Et pourtant, voilà 3 ans que les triplets de Montreuil font chacun leur route dans des villes, des filières et des lycées différents. Giardani étudie les sciences et techniques du management, Théophile les soins et services à la personne et Christophile l'électronique. Mais quand il s'agit de commenter l'album de photos de famille, la complicité repasse immédiatement au premier plan. T'étais vraiment gros, hein. J'étais vraiment gros quand j'étais petit.
Aujourd'hui, leur mère aime encore raconter que lorsqu'on lui a appris qu'elle attendait des triplés, elle avait pensé à une maladie. 18 ans plus tard, cette nourrice de 52 ans est désormais mère de 5 enfants et plus confiante que jamais. Et je me souviens, après leur naissance, je suis sortie en couveuse avec ceux deux-là. Dans vendredi, Christophe est resté. Il nous a dit qu'il n'était pas encore prêt à rentrer. Samedi matin, la première heure, il nous a appelé pour nous dire que Christophe était prêt. Alors j'ai confiance, je sais. Il n'y en a pas un qui préfère une avancer plus que l'autre. En attendant, si Jadani joue les studieuses en révisant tous les soirs avant de dormir, les deux frères se la jouent plus décontractés. Mais ce 15 juin, Jaja, Théo et Toto, comme les surnomme encore leur mère, seront comme tout le monde devant leur copie, en pensant très fort, et 1, et 2, et 3, 0. On parle maintenant de la protection des animaux en Italie. C'est une clinique vétérinaire, pas comme les autres. Notre règne des animaux accueille python, caïman, lémurien ou encore tortue à quelques kilomètres seulement du Coulissé en Italie. Toutes ces espèces ont trouvé refuge chez un vétérinaire passionné par des animaux exotiques après avoir été confisqués à des trafiquants. Comme tous les matins, Umberto Cara rend visite aux animaux de sa clinique vétérinaire située à quelques kilomètres seulement du centre de Rome. Ici, pas de chiens ni de chats, mais plusieurs dizaines d'animaux saisis par la police, comme des pythons, des lémuriens et même un caïman confisqué à un dealer romain en 2013. Ce centre accueille des animaux exotiques, confisqués à des gens qui n'étaient pas autorisés à les avoir chez eux. En général, ce sont des animaux détenus illégalement. Ils arrivent par les aéroports et les ports ou bien sont trouvés par les gardes forestiers ou saisis par d'autres forces de police. Plus grave encore, le trafic de ces animaux, vivants ou morts, représente une manne financière très importante pour le crime organisé. Les cornes de rhinocéros, par exemple, dépassent les 90 000 € le kilo sur le marché noir. Selon des estimations, le chiffre d'affaires mondial du commerce illégal de la faune et la flore représenterait quelques 30 milliards de dollars par an. Les grands groupes criminels africains affiliés à l'État islamique, à Boko Haram ou au Shebab ont comme source primaire de financement ce genre de trafic. Ce sont eux qui orchestrent les crimes contre la vie sauvage. En Italie, environ 1000 animaux morts et 400 vivants sont saisis chaque année. Umberto Cara, lui, s'organise comme il peut pour en accueillir un maximum. Il dédie ses 6 hectares de terrain et les recettes de sa clinique vétérinaire à l'aménagement d'espaces pour toutes ces espèces qui ne peuvent souvent pas cohabiter. La réintroduction de ces animaux dans leur milieu naturel est possible, mais très difficile, car il faudrait des projets entre l'État italien et les autres États qui devraient ensuite réintroduire ces animaux chez eux. C'est possible, mais c'est difficile. Faute de pouvoir un jour rentrer chez eux en Thaïlande, Thaï et Mardi, les deux gibbons, ont trouvé leur équilibre ici à Rome. Ils font même désormais l'objet d'une étude universitaire sur la communication au sein de leur espèce. Et avant de boucler cette édition à Kashmiri, dans les zones kurdes du nord de la Syrie, les musulmans pratiquants de la ville préparent quotidiennement la rupture du jeûne du Ramadan avec ce qu'ils peuvent trouver au marché où les prix ont considérablement augmenté après 5 ans de guerre dévastatrice. Écoutons ici des propos de quelques musulmans. Avant la crise, le commerce marchait mieux. Avec le conflit, les gens n'ont plus d'argent. Ils sont devenus très pauvres. Le commerce n'est vraiment plus comme avant. Maintenant, c'est vraiment une catastrophe. Le ramadan est vraiment différent maintenant. Avant, on achetait ce pain pour 10 ou 15 livres syriennes. Maintenant, ça coûte 500 livres. C'est une grosse pression pour les habitants. Ça devient difficile de vivre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Au revoir.